Sénèque, la neuvième. Si j'avais été son éditeur, je lui aurais conseillé de diviser en deux cette lettre. La plupart des éditions en français la titrent sur le sens « Le sage se suffit à lui-même mais s'accomplit dans l'amitié ». J'y ajoute « Ne pas considérer à soi ce qui peut m'être ravi ». Heureusement, Sénèque n'a jamais eu à se soucier des notables qui prétendent « C'est l'éditeur qui fait la littérature ». Malheureusement, sûrement excellent latiniste, ses traducteurs ont oublié qu'il était un écrivain, avait un style. Ainsi, en 2020, cette lettre fut réécrite. Version audio. Tu veux savoir si Épicure a raison, dans une de ses lettres, de blâmer ceux qui prétendent que le sage, se suffisant à lui-même, n'a pas besoin d'amis. Épicure dénonçait le groupe de Stilpon, ces philosophes pour qui l'impassibilité de l'âme constitue le bien suprême. L'ambiguïté est inévitable si nous traduisons le grec apatheia, impossibilité d'être affecté, par impatienta, incapacité de supporter. Car on pourra comprendre le contraire de ce qu'on voulait exprimer. Nous voulons parler de l'homme insensible à toute douleur et on comprendrait celui pour qui toute douleur est insupportable. Il vaudrait peut-être mieux dire une âme invulnérable ou une âme au-dessus de toute souffrance. Nous différons de ce mouvement. Notre sage triomphe de toute adversité en les ressentant. Le leur ne les ressent pas. Le point commun entre eux et nous, c'est que le sage trouve tout en lui. Toutefois, il désire avoir un ami, un voisin avec qui partager ses repas. Il se suffit tellement qu'il sait se contenter d'une partie de lui-même. S'il perd une main par la maladie ou sous le fer de l'ennemi, ou qu'un accident le prive d'un œil, il est satisfait de ce qui lui reste. Mutilé, privé de ses membres, il demeurera aussi serein qu'avec un corps intact. Ce qui lui manque, il ne le regrette pas. Mais il préfère ne pas être privé, ne pas en être privé. Le sage se suffit ne signifie pas qu'il ne veuille point d'amis, mais qu'il peut s'en passer. Et quand je dis qu'il le peut, j'entends qu'il supporte également sereinement sa perte. Il ne restera d'ailleurs jamais longtemps sans un ami, pouvant le remplacer dès qu'il le veut. Comme Phidias refait rapidement une statue, s'il en perd une, le sage, aussi habile dans l'art de créer de l'amitié, réussit promptement à remplir la place vacante. Comment, dis-tu, y parvient-il aussi prestement? Je te dévoilerai, si tu acceptes, que cette confidence constitue le paiement de cette lettre. Hécaton affirme « Voici un secret pour se faire aimer, sans drogue, ni herbe, ni parole magique de sorcière. Aimez, et on vous aimera. » La différence, chez l'agriculteur entre semer et moissonner, se retrouve chez le sage, entre acquérir et posséder un ami. Le philosophe Attal répétait souvent « Il est plus doux d'acquérir un ami que de l'avoir », comme l'artiste jouit plus à peindre son tableau qu'à l'avoir achevé. Absorbé par son œuvre, l'inquiétude créatrice constitue un inexprimable enchantement. Le plaisir n'est pas si vif quand l'œuvre est finie. Le peintre jouit alors du fruit de son art. Il jouissait de l'art même en maniant le pinceau. De même, dans nos enfants, l'adolescence porte plus de fruits, mais leurs premières années charment davantage. Revenons à notre propos. Le sage, bien qu'il se suffise, n'en désire pas moins un ami, ne serait-ce que pour exercer l'amitié, pour qu'une si belle vertu ne reste pas en friche. Il le souhaite, non comme Épicure le prétend dans sa lettre, pour avoir quelqu'un à son chevet en cas de maladie, quelqu'un qui le secourt dans les fers ou dans le besoin, mais un homme qui, malade, sera assisté par lui, qui arrachera aux griffes d'ennemis. Ne voir que soi, n'embrasser l'amitié que pour soi, quel méchant calcul. Cette sorte d'amitié finira comme elle a commencé.
On a voulu s'assurer d'un auxiliaire de circonstance, mais aux premières difficultés, il s'enfuira. Ce sont amitiés passagères, comme dit le peuple. L'ami choisi par intérêt plaît aussi longtemps qu'il est utile. De là, cette foule d'amis autour des fortunes florissantes. La faillite venue, quelle solitude! Les amis de ce genre fuient à la moindre preuve. De là, tant de ces odieux exemples. Les uns vous abandonnent, les autres vous trahissent. Il est finalement naturel que la fin réponde au commencement. Qui s'est lié par amitié sera séduit par tout intérêt supérieur. Quel est donc mon but en prenant un ami? C'est d'avoir quelqu'un pour qui mourir, quelqu'un à suivre en exil, à sauver, s'il le faut, aux dépens de ma vie. Leur prétendue amitié n'est pas de l'amitié, mais un trafic. L'intérêt en est le mobile et le but. Assurément, l'amour présente des analogies avec l'amitié. Peut se définir comme une amitié exacerbée. Eh bien, devient-on amoureux pour de l'argent, par ambition, par vanité? L'amour enflamme les cœurs, insoucieux de tout le reste, embrase les âmes, pour la beauté physique, sans autre besoin que la réciprocité. Et un principe plus noble produirait une affection honteuse. Il ne s'agit pas, dis-tu, de savoir si l'amitié est à rechercher pour elle-même ou pour un autre motif. Bien au contraire, c'est le point essentiel à éclaircir. Si c'est pour elle-même, le sage peut la rechercher, tout en se suffisant à lui-même. Et de quelle manière s'en approche-t-il? Comme de la plus belle des vertus, sans songer à l'espoir d'un gain ou redouter les vicissitudes de la fortune. On dégrade cette majestueuse amitié quand on la vise par profit. Cette maxime, le sage se suffit, est souvent mal interprétée, cher Lucien. On écarte le sage de tout, on l'emprisonne dans son personnage. Or, il faut bien pénétrer le sens et la portée de cet aphorisme. Le sage se suffit pour vivre heureux, mais non quant à la vie elle-même. Pour vivre, de nombreuses choses sont nécessaires, mais pour vivre heureux, il suffit d'un esprit sain, élevé et supérieur à la fortune. Je veux t'ajouter une distinction de Chrysippe. Le sage, dit-il, ne manque de rien, et pourtant beaucoup de choses lui sont nécessaires. Quant à l'insensé, il ne prouve le besoin de rien, ne sachant rien employer, et tout finalement lui manque. Le sage a besoin de mains, d'yeux, de 1000 choses indispensables au quotidien, mais rien ne lui manque, autrement il serait esclave de la nécessité, or il n'y a pas de nécessité pour le sage. En conséquence, bien qu'il se suffise, le sage a besoin d'amis. Il les souhaite le plus nombreux possible, mais non pour vivre heureux, il sera heureux même sans amis. Le souverain bonheur ne se recherche pas à l'extérieur, il se cultive en nous. On trouve en soi tous ces éléments. On tombe à la merci de la fortune dès qu'on cherche au dehors une partie de soi. Quelle sera l'existence du sage sans amis, abandonné, plongé dans les cachots, ou seul dans un pays étranger, ou retenu sur les mers par une longue traversée, ou jeté sur une plage déserte? Il sera comme Jupiter à la dissolution du monde, quand se confondent en un seul chaos les dieux et la nature. Il se recueillera, absorbé dans ses méditations. Ainsi, en quelque sorte, agit le sage. Il se replie en lui-même, il se tient compagnie. Tant qu'il lui est permis de régler le cours de sa vie à sa guise, il se suffit. Et néanmoins prend femme. Il se suffit et devient père, et élève ses enfants. Pourtant il ne vivrait pas s'il devait vivre seul. Ce qui le porte à l'amitié, ce n'est nullement l'intérêt, mais un instinct naturel. Nous avons des penchants innés, l'amitié en est un. La solitude nous est odieuse, et le besoin de société nous lie à nos semblables. L'amitié possède en elle un attrait qui nous fait rechercher des amis. Néanmoins,
si attaché qu'il soit à ses amis, bien qu'ils lui émettent sur la même ligne, souvent plus haut que lui. Le sage bornera toute sa félicité en lui et dira ce qu'a dit Stupon, qu'Épicure malmène dans sa lettre. Il avait perdu ses enfants et son épouse, quitté seul sa ville natale tombée en flammes. Heureux pourtant, et quand Démétrius, surnommé Polyorcète, destructeur de cités, lui demanda s'il avait subi des pertes, il répondit « Tous mes biens sont avec moi. » Voilà un homme fort, vraiment courageux et vaillant. Il a triomphé de la victoire même de son ennemi. « Je n'ai rien perdu, lui rétorque-t-il. Et il le réduit à douter de sa conquête. Tout ce qui est à moi est avec moi, c'est-à-dire justice, fermeté, prudence, et ce principe même de ne pas regarder comme bien ce qui peut m'être ravi. Nous admirons certains animaux qui traversent le feu et sortent indemnes. Combien est plus admirable l'homme capable, au milieu des grèves, des ruines, des incendies, de se retirer sans dommage ni perte. Tu vois qu'il est plus facile de vaincre toute une nation qu'un seul homme de cœur. Cette parole de Stupon est celle d'un stoïcien. Lui également emporte ses richesses de cœur, intactes, à travers les violentes cendres, car il se suffit à lui-même, et c'est la mesure de sa félicité. Mais ne crois pas que nous soyons les seuls à prononcer des paroles généreuses. Ce même pourfendeur de Stupon, Épicure, témoigne d'une approche similaire, et tu peux considérer comme un cadeau la citation. Cette lettre étant payée, celui qui ne se considère pas suffisamment riche, fût-il maître du monde, est toujours malheureux. Ou si la chose te semble mieux énoncée d'une autre manière, car il faut s'attacher moins aux paroles qu'on sens. Celui-là est misérable, qui ne se croit pas heureux, même à la tête de l'univers. Vérité commune, finalement, dictée par la nature, qu'on retrouve même chez un poète comique. N'est pas heureux qui ne pense point l'être. Qu'importe en effet la situation réelle, si elle te semble mauvaise. Quoi? Vas-tu m'objecter? Ce riche a la fortune honteuse, oh innombrables esclaves, mais esclave lui-même de bien plus de maîtres, nous le considérerions heureux s'il le proclame? Il ne s'agit nullement de ses dires, mais de ses pensées, non de ses pensées d'un jour, mais de celles de tous les instants. Ne redoute pas qu'un trésor aussi rare que le bonheur puisse tomber aux mains d'un indigne. Le sage seul est satisfait de son sort. Tout ce qui n'est pas de la sagesse contient en lui le dégoût de soi.